Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, la rencontre est une rencontre d'information sur le programme de préparation à l'investissement. Et avant de commencer, je voulais dire à tout le monde, juste pour être certain que tout le monde est bien connecté au son, que vous voyez bien l'écran, vous pouvez suivre les instructions et vous connecter avec le son de votre ordinateur pour vous assurer que vous n'ayez pas de son, de bruit de fond qui soit distrayant. Votre micro va être éteint au moment où vous entrez dans la séance. Vous allez le voir parce qu'il y a une barre oblique rouge sur votre micro. Merci à tout le monde d'être entré dans la session aujourd'hui. Pour commencer, nous vous encourageons à taper votre nom dans la boîte de chat et au fur et à mesure que les gens arrivent, ce serait génial de pouvoir voir votre nom ou où vous vous trouvez, votre ville, votre province. Nous avons la présentation va être partagée en anglais et en français après la séance. Nous aurons également un enregistrement offert. À la fin de la séance aujourd'hui, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Nous vous demandons simplement de partager vos questions dans la boîte de clavardage, pardon, dans la boîte de questions et réponses plutôt que dans la boîte de clavardage, parce que dans la boîte de clavardage, ça pourrait se perdre si on attend jusqu'à la fin de la séance. Donc, aussi, pour vous dire aux personnes qui viennent tout juste de joindre à nous aujourd'hui, nous allons avoir une autre rencontre demain. Et ça va être un peu une répétition de la même séance aujourd'hui, mais on va avoir une période de questions-réponses un petit peu plus longue. Donc, simplement pour confirmer, la séance va être enregistrée et nous allons partager l'enregistrement de la présentation en anglais et en français avec tous les participants et les participantes. Alors, simplement pour commencer la rencontre aujourd'hui, je m'appelle Sagal Doualé, je suis la directrice du programme de préparation à l'investissement. Je travaille et j'habite en ce moment à Ottawa, sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe, et nous avons des membres du personnel qui sont avec nous aujourd'hui, Fedra, qui est la gestionnaire du programme, Pamela, qui est notre coordinatrice, et il y a aussi Lieva, qui n'est pas présentée sur cette diapositive, mais qui est avec nous aujourd'hui dans la rencontre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans la boîte de questions-réponses à Lieva. Je vous remercie à tout le monde d'être ici aujourd'hui pour le lancement du financement et cette séance d'information. Avant de commencer la séance d'aujourd'hui, je voulais commencer par reconnaître le fait que nous nous trouvons, pour la plupart d'entre nous, sur des territoires ancestraux non cédés et des territoires traditionnels non cédés des Premières Nations, Métis et Inuits, et qui sont des gardiens et gardiennes des terres et des eaux où nous nous réussissons. C'est un profond respect de ce rôle que nous entamons nos travaux. Nous savons que nos relations doivent être améliorées et gardons toujours à l'esprit les effets de la colonisation et du racisme systémique, ainsi que la violence continue à l'endroit des femmes autochtones, laquelle constitue une forme de génocide, comme l'affirme le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Pour nous, c'est très important de faire cet énoncé parce que pour notre travail est influencé par les appels à l'action autant de la Commission sur la vérité et de la réconciliation, mais aussi sur les conseils des bandes et nos participants. C'est important pour notre travail et pour nous de penser à comment nous travaillons et comment nous pouvons améliorer nos relations et de comprendre que la reconnaissance de la vraie histoire du Canada et de la vraie histoire des Premières Nations va être la seule façon de réussir à avoir vraiment une meilleure relation entre les peuples autochtones et le gouvernement canadien. Alors, au fur et à mesure que plus de personnes se joignent à nous aujourd'hui, je voulais vous offrir une sorte de carte pour vous guider dans notre appel d'aujourd'hui. Il va y avoir plusieurs sujets dont nous allons discuter aujourd'hui. D'abord, nous allons regarder qui est la Fondation canadienne des femmes. Ensuite, nous allons parler un petit peu du Fonds de financement social. Il y a des personnes qui ont entendu parler du fonds, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas entendu parler. Puis, je vais parler un peu de notre rôle au sein du programme de préparation à l'investissement. Puis, nous allons parler du processus d'application. Puis, nous allons vous donner des conseils et puis des astuces pour les prochaines étapes pour le processus d'application. Puis, bien sûr, nous allons garder un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions et nous allons vous offrir des ressources.
Alors, pour vous offrir un peu de- de contexte, ça fait plus de 30 ans que la Fondation canadienne des femmes existe. Elle a été fondée pour un peu remplir un vide dans ce qui était offert comme financement pour les organismes féministes. Et puis, les lois à l'époque ne garantissaient pas complètement l'équité des femmes. Donc, la Fondation a été établie il y a plus de 30 ans pour un peu remplir ce vide. Puis, il se trouvait certains des points clés. C'était vraiment de se centrer sur offrir des services aux femmes, filles et personnes de diversité de genre au Canada. Puis aussi de promouvoir le leadership inclusif et puis d'offrir des ateliers d'autonomisation des filles. Puis on a donné plusieurs programmes pour les femmes, les filles et les personnes de diversité de genre partout au Canada. Puis on voulait vraiment se centrer sur les priorités qui étaient de vraiment d'attirer la philanthropie, puis de continuer d'investir dans les femmes et les filles, d'offrir plus de capacités aux organismes, de défendre les droits et de se mobiliser pour le changement et plus récemment, d'amplifier les conversations nationales avec un leadership de pensée. Alors, de plus en plus, on se concentre sur l'idée de soutenir des collectivités, des organismes qui peut-être ont eu le moins d'accès à ce genre de financement philanthropique et à ce genre de soutien. Alors, nous assurons que nos critères d'admission tiennent en compte ces priorités. Alors, pour la prochaine séance, je vais vous fournir un aperçu du fonds de financement social pour simplement vous expliquer un peu à quoi consiste le fonds et puis à quoi ça va ressembler pour les programmes qu'on va financer et pour les personnes qui ne sont pas au courant des programmes qu'on finance en ce moment. Alors, simplement pour commencer, qu'est-ce que le fonds de financement social, le financement social? Alors, je veux m'assurer que tout le monde comprend le vocabulaire parce que l'idée du financement social peut signifier beaucoup de choses pour différentes personnes, puis il n'y a pas de meilleure définition ou de bonne définition pour parler du financement social. Mais ce qu'on veut dire quand on parle de financement social, c'est qu'on veut dire que c'est un investissement qui peut être remboursé, qui génère un impact social, environnemental ou culturel qui est positif. Par exemple, ça peut être un prêt. C'est de l'argent qu'on vous passe à l'avance et que vous allez rembourser éventuellement dans l'avenir. Donc, lorsqu'on parle du financement social, on parle vraiment d'un investissement remboursable qui a un impact positif. Alors, le financement social et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Je voulais un peu prendre un moment de recul pour peindre vraiment le portrait d'à quoi ressemble le financement social sur le terrain, en vous donnant quelques exemples de collectivités et d'organismes qui utilisent le financement social. Par exemple, il y a un organisme à Toronto qui a permis à un organisme d'acheter un édifice ou de se trouver un espace. Ce ne sont pas les seules façons d'utiliser le financement social, mais je voulais un peu partager quelques façons courantes dont les organisations sociales utilisent ce genre de financement. Par exemple, YMCA à Toronto a recueilli 1 million de dollars en obligations communautaires pour bâtir des logements abordables. Ils utilisent ces logements pour travailler auprès de femmes à faible revenu. Ça peut être des femmes qui ont des problèmes de santé mentale, des femmes qui proviennent de familles autochtones. Et c'est vraiment un projet qui est dirigé par les femmes, et ils ont vraiment fait la différence sur en se fondant sur ce que leurs résidentes peuvent payer. Puis ça leur aide vraiment à s'assurer qu'eux, ils payent l'écart entre le montant payé par le résident et le montant demandé par le marché. Et puis, l'idée de dégager des fonds pour vraiment réussir à couvrir les frais de logement de la communauté. Et puis, ils ont pris vraiment une obligation sur une période de 10 ans. Donc, une obligation, c'est vraiment comme un investissement avec intérêt. Alors, ça se rend vers les collectivités et les individus qui croient en notre travail, qui ont un attachement émotif à notre travail et puis qui veulent vraiment s'investir dans votre travail communautaire. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous demande de faire un don ou
plutôt qui ne demandent pas aux individus dans la collectivité de faire des fonds, mais qui demandent aux individus plutôt d'investir des petits montants dans des projets particuliers. Ça peut être 1 000 2 000 5 000 que vous investissez au courant d'une période de 5 ans, par exemple, peu importe quelle est la longueur de la période. Puis ensuite, il va y avoir un taux d'intérêt qui est rattaché à ce prêt-là, qui provient de l'obligation communautaire. Donc, ça, c'est un des exemples de financement. Et je pense qu'un autre exemple qui est intéressant de comment le financement social a été investi, de la façon dont c'est associé à notre programme de préparation à l'investissement et de nos autres activités à travers le Canada, c'est un organisme qui s'appelle Food Share. Ils sont à Toronto et ils se centrent sur la sécurité alimentaire, la justice alimentaire dans la région du Grand Toronto, particulièrement pour les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. Donc, il y a plusieurs années, ils ont décidé d'augmenter leurs revenus en achetant des vieux autobus de la Société de transport de Toronto à l'aide d'un prêt. Et ça leur a permis de créer un food truck, donc un moyen de transport qui fournirait des services alimentaires qui soient mobiles. Donc, ça leur a vraiment aidé. Puis, ils ont couvert les frais avec ce qu'ils réussissaient à vendre comme nourriture. Donc, et puis, ils ont livré de la nourriture fraîche et locale aux collectivités qui en avaient besoin. Et puis, ça leur a vraiment permis de soutenir le cœur de leur programmation, puis d'être vraiment autofinancés un peu en partie, disons, ou plutôt de vraiment réussir à rembourser leur prêt. Alors, pour sauver un peu de temps, je vais sauter cet exemple, mais c'est un autre exemple d'un organisme merveilleuse qui fait un travail vraiment génial pour mettre leur travail social à l'échelle. Et encore une fois, je vous rappelle que l'enregistrement sera disponible et que ce sera partagé avec tout le monde sur notre site Web. Alors, pour un aperçu élargi du financement social, pour vous donner un peu de contexte, vraiment rapidement, le Fonds de financement social a été annoncé il y a plusieurs années en 2018 par le gouvernement, par le ministère de l'Emploi. Et, le Fonds de financement social n'a pas encore été mis en place par le gouvernement fédéral. On attend un peu comment ça va se passer parce qu'il y a eu un peu des retards à cause de la pandémie. On va en entendre parler probablement cette année ou l'an prochain. L'objectif, c'est de reconnaître que le fonds est un outil. Le but de ce fonds, c'est d'avoir un impact positif. Et ce que ça signale, c'est que le gouvernement dit on veut augmenter notre impact social au Canada, on veut soutenir les organismes canadiens qui ont soit un impact culturel, environnemental ou social. Et le fonds au complet est plus de 755 millions de dollars en provenance du gouvernement fédéral et c'est proposé. Et ce fonds est en fait c'est-à-dire qu'il va y avoir une contrepartie de 2 par rapport sur 1 du secteur privé. Ça veut dire que pour chaque don offert par le secteur privé, le gouvernement fédéral va doubler le don. Donc, c'est sûr que ça va être des organismes qui ont déjà accès à des bourses ou qui ont accès au programme de préparation à l'investissement. Donc, ça veut dire que les organismes qui sont éligibles ne seront pas ceux qui vont s'assurer de vérifier que la contrepartie est bien exécutée, mais ça va être plutôt des organismes qui peuvent accéder aux investissements remboursables par l'intermédiaire des investisseurs du financement social, par exemple les prêts, les actions participantes et les ententes de répartition des revenus. Donc, on espère avoir au moins 2 millions de dollars qui deviendraient accessibles à travers le Canada pour les organismes à vocation sociale, culturelle ou environnementale. Alors, pour vous montrer un peu la structure du Fonds de financement social, le fonds lui-même aura
Donc, en fait, il y a Emploi et Développement social Canada qui mène le front par rapport à l'idée d'élaborer et de mettre en place le fonds. Alors, vous allez voir à gauche euh, DCE, DCS, DSC. Et en bas, vous allez voir les investisseurs privés. Donc, ça peut être des investisseurs qui sont partout à travers le Canada. Ça peut être des gens comme Marigold Capital ou Verge Capital ou des Community Forward Funds. Il y a toutes sortes d'investisseurs qui existent partout au Canada et qui vont être attirés par ce type de fonds. Pour la plupart d'entre nous qui se joignent à l'appel aujourd'hui, qui sont soit des organismes à but non lucratif, qui sont des organismes caritatifs, qui veulent participer au programme de préparation à l'investissement, on va vous classer principalement comme étant des organismes à vocation sociale prêts à l'investissement. Bon, c'est sûr que des organismes à vocation sociale, c'est un peu comme un jargon, mais ça veut juste dire que ce sont des organismes qui obtiennent le PPI pour obtenir du financement pour des activités sociales. Donc, la façon dont ces organismes peuvent obtenir ce fonds, ça va être à travers les investisseurs intermédiaires de la finance sociale. Donc, simplement pour indiquer quelque chose, si vous voyez, les flèches vont dans les deux directions. Et ce qu'on veut indiquer avec ça, c'est que l'investissement va des cases vertes aux cases rouges et de la gauche vers la droite, mais ensuite, il va y avoir un remboursement de la droite vers la gauche. Alors, comment est-ce que les organismes peuvent bénéficier de ce financement qui est censé arriver prochainement? Je pense que, premièrement, c'est très important de remarquer que les organisations sont à différentes étapes au niveau de l'accès, que ce soit de l'accès au capital ou de l'accès au financement. Et ces organismes vont avoir besoin de différents types de supports pour parvenir à accéder à ce financement. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est que les organismes pourraient avoir besoin de soutien qui vont vraiment s'agencer à vos besoins pour ce genre de financement. Donc, c'est là où la prochaine portion de la présentation va s'aligner avec la plupart des participantes aujourd'hui. C'est le programme de préparation à l'investissement et comment est-ce que c'est associé à d'autres programmes comme le programme de financement. Alors, le programme de préparation à l'investissement est côte à côte avec notre autre programme. Ce qui est très unique, c'est que le gouvernement reconnaît qu'il y a une chance pour les organismes d'augmenter leur préparation, d'être plus équitables, d'avoir plus de capacités pour accéder aux fonds ou accéder à d'autres formes d'investissement au Canada à l'avenir. Donc, pour plusieurs organismes caritatifs ou à but non lucratif qui ont une mission sociale, c'est très important. Le gouvernement fédéral a lancé un programme pilote qui s'appelle le Programme de préparation à l'investissement, le PPI, il y a 2 ans. Et maintenant, il y a un renouvellement du financement pour la Fondation canadienne des femmes. Alors, on lance une deuxième ronde de soutien pour les organismes qui sont soit menés ou qui soutiennent les femmes ou les personnes de la diversité des genres. Donc, vraiment, c'est l'idée de renforcer la capacité aux organismes pour que vraiment les organismes puissent participer au marché de l'investissement à l'avenir. Donc, le programme de préparation à l'investissement est un programme de bourse. Donc, c'est du financement ou du capital que vous pourriez obtenir à l'avenir, alors que le financement social, c'est vraiment un financement qui exige un remboursement, alors que le PPI, lui, n'exige pas de remboursement. C'est vraiment une bourse, c'est vraiment comme un fonds que vous obtiendrez. Donc, maintenant, les applications sont ouvertes et pour nous, à la Fondation canadienne des femmes, on se concentre sur les organismes caritatifs et les organismes non lucratifs qui servent les populations qui sont des femmes et des personnes de la diversité de genre. Mais si jamais, et
On veut vraiment que la mission soit pertinente pour le travail de nos partenaires. Donc, je vais en parler dans la prochaine minute. Quelque chose que j'aimerais préciser ici par rapport au programme de préparation à l'investissement, c'est que c'est une bourse qui va être vraiment ponctuelle. C'est vraiment une seule fois. C'est vraiment pas un programme qui va être en opération de façon régulière. Ça, c'est pas prévu pour des salaires, par exemple. C'est pas prévu pour les salaires de vos équipes. C'est pas le type de programme que ça. Ça va pas non plus vous permettre de payer votre loyer pour votre installation. Ce ne sont pas des dépenses éligibles. Le programme n'est pas non plus censé être du financement social. Vous ne serez pas en mesure de acheter un édifice ou acheter un bâtiment ou acheter vraiment une pièce d'équipement qui vous coûte très cher. Donc, c'est vraiment plutôt prévu pour vous permettre d'augmenter vos capacités à l'interne pour être mieux en mesure de trouver plus de financement et d'accepter du financement. Donc, vous pouvez utiliser ces fonds pour obtenir des services légaux, pour engager un avocat. Vous pouvez l'utiliser pour engager un comptable. Vous pouvez aussi l'utiliser pour tester, faire des études, trouver des études de visibilité. Donc, le but de c'est vraiment de vous permettre de vous préparer pour attirer plus de capital. Alors, au fur et à mesure une des organismes qu'on a financé pendant le programme pilote il y a 2 ans, la Women in Need Society, qui est à Calgary, qui est un organisme génial, qui ont reçu 50 000 pour leur projet. Alors, WINS ou Women in Need Society offre des commerces électroniques. Puis, l'idée de la friperie, c'est de vraiment générer des revenus pour vraiment réinvestir dans leur propre organisme pour que c'est comme une source de financement. Donc, grâce à la subvention du PPI, elles ont été en mesure d'utiliser les fonds pour élargir leur modèle actuel et s'assurer de lancer une plateforme de commerce électronique. Donc, elles ont créé un système d'abonnement à une boîte. Donc, elles créaient une boîte avec des vêtements de friperie qui pouvaient être achetés en ligne et ensuite livrés directement chez les clientes ou clients. Donc, ça leur a vraiment permis de financer leur modèle d'affaires et d'aller vers l'avant. Et aujourd'hui, leur service en ligne leur a vraiment permis de soutenir leurs revenus opérationnels. Et puis, il y a même des femmes qui avaient accès à des vêtements gratuits, à des articles ménagers et d'autres accessoires pour qu'elles puissent vraiment s'installer convenablement chez elles. Donc, c'est un exemple de programme qui a été financé grâce au PPI. Vous pouvez voir aussi sur notre site Web pour voir d'autres exemples de projets qui ont été financés dans le passé. Notre approche en matière de subvention. Alors, je pense que c'est très important que je veux souligner que notre approche en matière de financement, de subvention, c'est vraiment similaire. C'est presque identique à travers tous les secteurs de subvention de la Fondation. On veut s'assurer que notre vision de la justice entre les genres est exprimée dans la façon dont on priorise les femmes, les filles, les personnes trans, les personnes bispirituelles, les personnes non binaires, et incluant les personnes des Premières Nations et des communautés métisses et inuites, les personnes qui sont dans la communauté 2SLGBTQI+, les femmes qui sont en situation de handicap, les femmes noires et non binaires. C'est particulièrement important parce que dans la plupart des cas, ce sont les personnes qui vivent le plus de discrimination et qui ont souvent le manque le plus criant d'accès à du soutien et à du financement. Donc, c'est important pour nous que les programmes qu'on crée, qu'on organise, ne soient pas
seulement sur des groupes particuliers, mais qui suivent vraiment notre plan stratégique. Ça, ce sont les populations sur lesquelles on veut se concentrer pour les subventions qu'on crée. Éligibilité. Admissibilité. Parfois, c'est utile de savoir ce qui n'est pas admissible pour mieux comprendre ce qui est admissible. Donc, en termes de subventions, pour le PPI, je vous encourage vraiment de consulter les ressources qui sont disponibles en ligne et sur notre site Web. Nous avons un guide de ligne directrice pour les subventions, les demandes de subventions. Et ça inclut une liste d'activités qu'on ne finance pas pour ce programme. Par exemple, certains des points qui sont clés en termes qui ne sont pas. Donc, on veut surtout financer des programmes qui vont être surtout centrés sur ou parfois, on ne va pas se financer les projets qui sont en dehors du Canada ou qui sont purement concentrés sur la réaction à la COVID-19, le soutien en situation de crise par rapport à la COVID-19. Donc, ça ne sera pas le cas. On ne peut pas non plus subventionner des individus, y compris les propriétaires uniques. Mais, par exemple, donc, il faut vraiment faire une demande en partenariat avec d'autres organismes au besoin, mais les organismes de charité peuvent aussi faire une demande en partenariat avec un autre organisme. Alors maintenant, on va regarder le formulaire de demande. Donc, il y a la catégorie l'impact qui est maintenant ouverte. Je veux souligner qu'on a certaines ressources qui sont disponibles sur notre site Web et que les ressources sont disponibles en anglais et en français. Nous avons aussi un document de foire aux questions auquel vous pouvez vous référer. Je pense que c'est vraiment une façon de répondre à vos premières questions brûlantes, puis vous allez trouver beaucoup de réponses là-dessus pour vos organismes. Alors, le processus de demande lui-même, le programme de préparation à l'investissement vers l'année dernière, puis nous avons un moyen d'appliquer en ce moment qui va se terminer le 27 avril. Pour appliquer, vous devez créer d'abord un compte. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès au formulaire de demande. Vous allez voir dans la boîte bleue, vous allez voir notre portail. Ça va vous mener sur notre site Web et vous permettre de créer votre application en ligne. Si vous avez des besoins d'accessibilité ou si vous êtes dans une région où vous avez vraiment des difficultés à vous connecter à l'Internet, ou régions éloignées, nordiques ou rurales, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours communiquer avec moi ou communiquer avec quelqu'un de notre équipe pour leur demander une version en format document pour vraiment nous envoyer l'application par courriel. Malheureusement, on n'accepte pas les envois par la poste elle-même, donc les documents physiques. Donc, il faut recevoir vos documents, vos demandes remplies d'ici 11h59 le soir, donc 23h59 heure du Pacifique, ce qui est presque 3 heures du matin, heure de l'Est. Alors, je vais parler un peu de l'échéancier dans les prochaines diapositives. Le processus de demande lui-même. Donc, il y a 6 sections principales dans le formulaire de demande en ligne. Vous allez voir 6 onglets. Le premier, c'est l'aperçu de l'organisme. On fait vraiment l'information de base. Ensuite, ça va être les renseignements de base sur le projet. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante de l'application. Il y a 9 à 10 questions. C'est là qu'il y a le plus de renseignements sur votre proposition. Ensuite, il y a des questions relatives à la proposition. Et finalement, il va y avoir des questions relatives à la préparation à l'investissement. Ça va être des questions très courtes par rapport à votre organisme. Ça va être des questions sur les données statistiques de base. La plupart sont des questions auxquelles vous pouvez répondre ou non. Ensuite, il va y avoir un onglet dans lequel vous pouvez partager votre budget, le budget que vous proposez, et finalement, une dernière section dans laquelle vous allez pouvoir joindre des documents d'appoint. La première question, vraiment rapidement, on veut
vos coordonnées, on veut le nom de votre organisme, on veut votre numéro d'organisme de bienfaisance enregistré ou le statut de donateur reconnu. Si vous êtes, donc on veut vraiment s'assurer que vous êtes enregistré, que vous êtes qualifié comme organisme de bienfaisance ou statut de donateur. Et ensuite, ça va nous prendre, si vous n'êtes pas enregistré comme un organisme de bienfaisance, vous pouvez aussi nous donner un peu plus de renseignements par rapport à ça. La deuxième section est assez directe dans l'application. Ça va être vraiment le renseignement au niveau du projet lui-même. Quel montant d'argent demandez-vous? Et dans ce cas-ci, dans cette ouverture qui est présente en ce moment, ça va être jusqu'à 5 000 $. Ensuite, on va vous demander si vous avez on va vous poser quelques questions sur votre emplacement géographique. Est-ce que votre projet touche des collectivités à travers le Canada ou est-ce que c'est dans une province en particulier, particulièrement, par exemple, en Manitoba, en Alberta, ainsi de suite? Vous pouvez choisir plus qu'une option par rapport à vos localités, votre portée géographique. Lorsqu'on regarde les localités, on veut vraiment l'information du projet. Est-ce que votre projet est dans un centre urbain? Est-ce que c'est dans un très grand centre urbain, un petit centre urbain? Est-ce que c'est dans une région éloignée, région rurale? Ou est-ce que c'est que votre projet a un impact sur les collectivités dans les régions nordiques? Je pense que là, c'est la section la plus importante. C'est la section où les demandeurs vont passer le plus de temps, parce que c'est là qu'on peut savoir quelle est votre proposition. Il va y avoir 9 à 10 questions à remplir. Il y en a 9 qui sont applicables et il y en a une qui pourrait ne pas être nécessaire. Et si jamais il y a une question qui ne s'applique pas à vous, vous pouvez simplement répondre « ne s'applique pas ». Il y a beaucoup de place dans cette section-là pour décrire votre objectif, votre mission, votre initiative, votre modèle d'entrepreneuriat, l'objectif de votre programme, de vos activités et tous les partenariats qui en découlent. Je veux aussi souligner qu'il y a une limite de mots pour chaque question. Alors, si vous préférez, on vous conseille de copier et coller vos réponses dans un logiciel un logiciel comme Word pour vraiment pouvoir voir le nombre de mots. Et ensuite, vous pouvez copier-coller la réponse dans votre réponse. Vous allez voir qu'il y a vraiment avec le formulaire, il y a vraiment des instructions qui sont disponibles qui vont vous aider à vous guider dans la réponse à vos questions. Pendant le processus, la personne qui va réviser votre demande va vraiment se fier uniquement à votre formulaire de demande. Donc, soyez le plus précis possible. Votre proposition va être évaluée sur la façon dont c'est décrit clairement, dont votre initiative est décrite clairement et puis sur l'impact qu'il pourrait avoir. Les prochaines diapositives vont être un peu un aperçu des questions pour faire votre demande en ligne. Un des objectifs du programme de préparation à l'investissement, c'est de soutenir des organisations qui veulent faire grandir des activités qui existent déjà. Donc, pour ces 3 questions ici, ça se concentre davantage sur la proposition elle-même, sur le sujet lui-même. Un des éléments clés de cette section sur lesquels vous devriez vous concentrer, c'est comment est-ce que le projet va générer des profits ou comment expliquer votre modèle d'affaires. Parce qu'un projet qui a l'air fort, mais qui ne réussit pas à bien démontrer comment il va être capable de générer des profits, pourrait vraiment faire pencher la balance contre le financement de votre programme. Donc, il faut vraiment vous assurer que le projet peut générer des revenus. Une des façons dont ça peut être montré, ça va être est-ce que vous avez des obligations communautaires ou des résultats communautaires créés par la communauté qui vont vraiment qui vont permettre de générer des revenus. Si vous n'arrivez pas à générer des revenus,
je vous conseille de peut-être parler avec d'autres gens de notre personnel pour vraiment vous assurer que votre programme correspond au est admissible en fait à ce programme. Ensuite, je voulais aussi vous montrer un autre aperçu d'à quoi ressemblent les questions dans le document sur les instructions pour comment répondre. Il y a les critères, il y a la foire aux questions et puis il y a les instructions sur la demande qui sont trois documents qui sont disponibles sur notre site web. Je vais aller à la prochaine diapositive qui va vous montrer notre document de ressources. La quatrième section de l'application va être des questions à choix multiples relatives à la préparation à l'investissement. Ce sont vraiment quelques petites questions à choix de réponse. Vous allez choisir l'option qui vous correspond le mieux. Une des questions dans laquelle on est intéressé, quel type comment allez-vous utiliser ce financement? Est-ce que ça va être pour mesurer votre impact, pour faire une étude sociale? Est-ce que ça va être pour augmenter les capacités de votre équipe ou de votre conseil? Est-ce que vous allez chercher des conseils juridiques ou des conseils comptables? Donc, c'est vraiment une question à choix multiples. C'est vraiment pour des fins statistiques, pour collecter des données. Donc, et je veux souligner que vos réponses dans cette section-ci n'ont aucun poids sur votre admissibilité ou non-admissibilité au probable. C'est simplement vraiment pour obtenir des données puis nous donner une idée de qu'est-ce qu'on finance. Puis, il y a une question là-dessus sur l'idée de l'augmentation des capacités. Je veux souligner que si vous obtenez la bourse, on vous donne aussi un soutien en augmentation des capacités à l'aide de webinaires et d'ateliers où on encourage les personnes qui ont reçu du financement à participer dans ce genre de communauté de pratique qu'on a bâti ici à la Fondation. Nous avons, par exemple, des séances de rencontres avec les pairs sur différents sujets qui sont d'intérêt aux subventionnés. Alors, on apprécie vraiment vos commentaires dans cette section. Et ensuite, il va y avoir une dernière question. Vous pouvez choisir vraiment quel stade de préparation à l'investissement vous sentez, selon vous, à quel stade de préparation à l'investissement se trouve votre organisme ou votre projet. Je veux souligner que pour le programme de préparation à l'investissement dans l'ensemble, on ne priorise pas un stade par rapport à un autre. Le financement, la subvention ne doit pas être nécessairement lié à où se situe votre organisme sur cette échelle. Vous pourriez vous trouver aux étapes très, très hâtives ou aux étapes plus avancées, mais on ne priorise aucune étape par rapport aux autres. Ce sont vraiment des étapes un peu générales. Il y a différentes façons où on peut définir les états de préparation à l'investissement et nous avons utilisé ces définitions pour expliquer les différents états. Il y a l'idéation où c'est vraiment un remue-ménage. Ensuite, il y a la conception où vraiment on a une idée un peu plus claire et puis qu'on veut planifier. Et ces deux étapes ressemblent beaucoup à la branche de financement catalyseur. Alors, ce qu'on lance maintenant, c'est la branche de l'impact en avril et l'échéance est le 27 avril. Et pour le cycle sur l'impact, on cherche des organismes qui ne sont pas nécessairement aux étapes les plus tôt. Donc, pas tant l'idéation et la conception, mais plutôt le lancement, la croissance, l'implantation. Un des buts du PPI, c'est d'aider à faire avancer les organismes à travers tous les stades. C'est pour ça qu'il y a différents types de financement, de subventions disponibles dépendamment où vous trouvez, à quel stade vous vous trouvez. Il y a un commentaire que je voudrais partager par rapport à ça, c'est que les stades de préparation à l'investissement ne sont pas toujours linéaires. Parfois, comme vous le savez, ça va vraiment être un processus sinueux avant que vous trouviez que votre organisme est prêt, mais on vous demande
d'au moins vous auto-évaluer au meilleur de vos capacités. Et si vous avez des questions, vous êtes toujours bienvenus à nous écrire, à écrire au personnel de la Fondation et nous allons faire de notre possible pour vous répondre. L'avant-dernière section parle du budget. On demande aux participants d'utiliser le modèle qui est offert en ligne pour parler du budget des dépenses. Une fois que vous allez avoir rempli ce modèle de document, vous allez le télécharger et vous allez voir ici une liste de dépenses admissibles. Parmi les dépenses communes, il y a les services professionnels, que ce soit des services juridiques ou des services de comptabilité ou peut-être même du marketing, ou peut-être que vous avez besoin de soutien technique particulier ou de conseils pour créer votre plan d'affaires ou engager quelqu'un pour donner de la formation pour votre personnel ou votre conseil d'administration. Donc, il y a différentes façons dont ça peut être utilisé. Encore une fois, j'encourage tout le monde à regarder les lignes directrices et les critères qui parlent des dépenses admissibles et non admissibles. Et ça aussi, c'est aussi disponible dans le modèle. La dernière section, ce sont les documents d'appoint. Il y a 5 documents requis. Si vous êtes un organisme caritatif et que vous mettez une demande tout seul, donc on va avoir besoin de vos états financiers de l'année précédente. On demande aussi la politique en matière de diversité et de lutte contre le racisme. Si vous n'en avez pas une en place, on va prendre un énoncé où on va parler avec les membres de votre personnel pour voir quelles sont les politiques que vous avez en place. Donc, il faut vraiment expliquer la mission ou l'intention qui est derrière votre organisme par rapport à la diversité et la lutte contre le racisme. Ensuite, ça nous prend un plan de travail, un échéancier des activités. Il n'y a pas de modèle, c'est vraiment à votre choix en tant qu'organisme. Le comité va regarder à quoi ressemble votre plan. Donc, c'est vraiment comment. Alors, c'est vraiment pour vous permettre de fournir plus de soutien. Il y a la lettre d'appui qui vous permet d'offrir plus de détails par rapport à votre demande. Si vous n'êtes pas un organisme caritatif et que vous êtes en partenariat avec un organisme caritatif, on demande seulement le seul document qui est demandé, ça va être le plan de travail et la lettre d'appui. Et ensuite, les 3 autres, le budget, les états financiers, la politique en matière de diversité et de lutte contre le racisme, ça va être demandé exigé seulement pour votre organisme de bienfaisance. Vous pouvez partager votre liste de membres du comité d'administration. Vous pouvez partager votre rapport annuel, votre rapport d'impact, votre rapport communautaire. Ça peut être aussi de partager avec nous si vous avez eu d'autres mises à jour par rapport à vos réussites, par rapport à d'autres programmes dans le passé pour lesquels vous avez obtenu du financement. Si vous avez eu du succès dans le passé, ça peut être utile. Un peu plus de détails par rapport aux critères d'admissibilité. On encourage les personnes qui soumettent des demandes de surveiller notre guide, de vérifier notre guide de soumission qui est en ligne. Mais ça ici, c'est ce que le comité recherche pour ce cycle d'investissement. Et ils fournissent des recommandations pour notre communauté. On cherche la clarté de l'initiative. Est-ce qu'il y a du potentiel pour un plan d'affaires solide? Si vous en avez un, si vous n'avez pas de modèle d'affaires en place, est-ce que vous avez un plan d'affaires? On veut aussi savoir quels sont vos impacts potentiels, que ce soit des impacts sociaux, culturels, environnementaux. Quelles sont les populations prioritaires avec lesquelles vous travaillez. Parfois, on regarde aussi quels sont vos partenaires. Si vous êtes en partenariat avec des organismes de bienfaisance ou d'autres organismes, à quoi est-ce que ça ressemble comme partenariat? Si vous avez déjà collaboré avec cet organisme, on va regarder un peu à quoi ressemble votre historique. Si c'est un nouvel organisme, on va voir comment quel serait l'impact au sens large. Pour sauver du temps, je vais poursuivre. Dans la prochaine section, je vais parler rapidement des partenariats et ensuite, on va aller aux étapes suivantes et au conseil.
Et je laisse un peu de temps pour toute question que vous pourriez avoir. Par rapport au partenariat, je veux seulement renforcer l'idée que les partenariats entre les organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres organismes sont admissibles. Tant que vous nous donnez des détails au sujet de votre partenariat, c'est possible. Et tant que votre travail s'aligne vraiment avec la vision du cycle de subvention, si par exemple vous voulez travailler pour contrer l'itinérance et que vous voulez appliquer pour quelque chose qui parle d'environnement, mais là, il faudrait expliquer comment est-ce que ces deux choses vont être reliées. Si vous avez des questions par rapport au partenariat, sentez-vous à l'aise pour contacter les membres de notre équipe. Et on va essayer de faire de notre mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Rapidement, nous avons d'autres soutiens optionnels un peu partout à travers le Canada. Ce sont des options, encore une fois, pour vos projets. Il y a toutes sortes de services spécialisés partout au Canada qui peuvent vous soutenir pour vos projets d'innovation. On vous encourage à contacter ces organismes. Il y a des répertoires qui contiennent des coachs pour l'entreprise sociale ou des coachs pour toutes sortes d'autres besoins. Il y a aussi d'autres formes de soutien qui sont offertes. Alors, si vous êtes intéressé parce que vous cherchez d'autres types de financement, vous allez pouvoir voir que ces organismes offrent des services techniques spécialisés. Il y en a qui ont des partenaires de philanthropie. Il y en a qui soutiennent des gens dans différents domaines, que ce soit vraiment les entreprises sociales, les connexions d'entreprises sociales, ou SVX, qui est une plateforme pour investir pour l'impact qui offre des services de conseil sur les modèles de financement, les documents, puis la diligence et puis la levée de fonds. Encore une fois, c'est seulement des fins d'information. Si vous êtes intéressé à obtenir du soutien, vous pouvez obtenir ce type d'information. Concernant les conseils et prochaines étapes, je vous recommande de lire les lignes directrices et les critères de financement sur les instructions de candidature. Je vais passer à la prochaine diapositive pour sauver du temps, mais il y a toutes sortes de listes de vérification que vous pouvez utiliser lorsque vous remplissez votre demande. Pour les prochaines étapes, encore une fois, la fin de la réception des demandes aura lieu le 27 avril à 23h59, heure du Pacifique. Ensuite, la prochaine étape sera en mai. On va faire une présélection des propositions. Ensuite, début juin, ça va être la période de sélection du conseil consultatif. Ensuite, à fin juin, ça va être l'approbation par le conseil d'administration. Et finalement, au début juillet, les demandeurs seront informés des décisions, les ententes vont être signées, les projets vont être commencés. Vous allez recevoir donc une notification, que ce soit parce que vous avez réussi à obtenir une subvention ou non. Avant d'ouvrir la séance de questions et réponses, je voudrais encourager tout le monde à regarder les ressources qui sont disponibles en ligne. Demain, nous allons avoir un autre webinaire. Ça va être une séance un peu plus informelle où vous pouvez vraiment pouvoir vous présenter, poser des questions aux membres du personnel, à moi-même ou à d'autres personnes qui vont être là demain. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Je laisse le micro ouvert pour les questions. Okay. Sorry about the delay there. I see some questions. Désolée pour le délai. Je vois quelques questions qui commencent à rentrer ici. Okay, let me just start this way. We have a question here. Nous avons une question ici de Christine. Est-ce que c'est important d'inclure les objectifs de revenus ou les projections de revenus comme à titre de résultat d'activité d'augmentation des capacités? Si c'est le cas, à quel point est-ce que ça doit être précis
Donc, je ne suis pas certaine. Je pense qu'en fait, que si ça dépend de la taille du projet. Si vraiment l'augmentation des capacités, c'est plutôt l'idée de générer des revenus et le but principal de votre activité d'augmentation des capacités, là, oui, ça serait bien d'apporter beaucoup de détails, mais si jamais c'est vraiment juste c'est pas un point si important que ça pour vous, de générer des revenus, vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller trop aussi en détail. Merci, Christine, pour ta question. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hélène, nous, pour clarifier, est-ce que le PPI vise principalement à nous aider à améliorer et à agrandir l'échelle des revenus pour générer des projets? Donc oui, l'idée, c'est vraiment de booster les capacités des organismes qui non seulement ont un impact social, environnemental et culturel, mais qui travaillent aussi à créer du revenu pour leur permettre d'obtenir du capital pour leurs projets. Nous avons une question de Laura. Est-ce qu'il y aura une séance par rapport au changement du système et du cycle de collaboration? Donc, il va y avoir, oui, deux autres cycles de subventions et on va avoir des webinaires spécifiquement pour ces cycles de financement. Je vous encourage à vous enregistrer sur notre site web pour être au courant de quand ces cycles de financement seront ouverts. Alors, nous avons une autre question de Mirka Doré. Quel est le montant total alloué à ce cycle et combien de participants est-ce qu'on prévoit avoir? On n'a pas de chiffre exact, mais on peut financer jusqu'à environ 40 organismes pour ce cycle, mais ce n'est pas un chiffre qui est vraiment établi et fixe. Sandy, une question. Est-ce que les projets qui sont au stade de l'idéation ou de la conception ne sont pas admissibles pour ce cycle? Effectivement, ce cycle de subvention n'est pas nécessairement pour les organismes qui en sont au stade de l'idée de la conception. Il va y avoir d'autres cycles qui vont être ouverts en octobre et en novembre pour ça. Et Rebecca, une question qui demande, est-ce que les entreprises sociales doivent fournir du financement uniquement aux femmes? Je pense que c'est une demande qui est un peu difficile à répondre. Si la question est par rapport à nos priorités, eh bien oui, on peut seulement donner des subventions aux organismes qui soutiennent principalement les femmes et les personnes non binaires. Mais si tu veux élaborer sur ta question, je t'invite à m'écrire un courriel plus tard. Nous avons une autre question d'Isidora. Savez-vous quel est le potentiel futur de cette subvention, de ce fonds? Je ne suis pas certaine de comprendre cette question. Peut-être que la personne parle du financement social et non du PPI. Mais le financement social, le but de ça, c'est sa question, c'est d'établir un fonds qui soit de plus de 2 milliards de dollars, qui soit partiellement financé par le secteur privé et partiellement par le gouvernement fédéral. Est-ce que si vous êtes un organisme qui a reçu une subvention du PPI dans le passé pour un autre projet, est-ce que vous êtes éligible pour un nouveau projet ou pour une variation d'un même projet? Oui, c'est admissible si c'est un nouveau projet. Si c'est une nouvelle forme ou si vous revisitez un projet qui existait déjà, c'est très important de montrer comment il faut montrer comment est-ce que l'investissement va vraiment augmenter votre capacité à obtenir du financement à l'avenir, puis vraiment comment est-ce que ça a été un succès dans le passé. On a une autre question ici. Oh, désolé.
Est-ce que le PPI est offert seulement pour des organismes précis? C'est une bonne question. Donc, cette poste est ouverte par la Fondation canadienne des femmes, mais au début, il y avait d'autres organisations qui fournissaient des subventions à travers le PPI. La plupart étaient des fondations régionales. Je vous encourage à contacter les fondations sur les communautés au Canada ou peut-être de voir d'autres financements futurs administrés par d'autres organisations, si c'est le cas. Une question ici de Laurie Burke. Si votre organisation a reçu du financement du PPI dans le passé pour un autre projet, est-ce que c'est admissible pour un autre projet ou pour une variation sur le même projet? Je pense que ça ressemble beaucoup à ma réponse précédente. Oui, vous êtes encore admissible, même si vous avez déjà reçu des subventions. Ça peut être le même projet ou un projet différent, mais s'il s'agit du même projet, nous vous encourageons à réellement nous expliquer comment est-ce que des subventions additionnelles vont aider à augmenter la préparation de votre organisation pour recevoir du financement. Je vois une autre question de Linda. Comment est-ce qu'on veille à la sélection équitable des projets à qui on va donner des subventions? Il semble que les applications sont centrées principalement aux individus qui savent comment rédiger un plan d'affaires et aux personnes dont la langue natale est l'anglais. Nous avons un comité de conseillers qui nous aide avec le processus de sélection. On essaie d'être le plus équitable possible pour éduquer le comité pour le processus de sélection. Il y a plusieurs critères qui sont en place pour vérifier non la proposition de la façon dont elle est décrite, mais vraiment ce que l'organisme veut faire. Donc, on essaie d'atteindre plus de collectivités, de plus d'organisations qui ne sont peut-être pas au courant de ce type de programme. Donc, au fil des prochaines semaines, on va vraiment se concentrer sur rejoindre d'autres personnes. Et si votre langue natale n'est pas l'anglais, on vous encourage à communiquer avec notre personnel ou à nous écrire ou à nous appeler pour vous aider à préparer votre proposition. Pour les personnes qui ont des difficultés en matière d'accessibilité, vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire en ligne virtuellement à travers le portail. Nous avons aussi un document Word qu'on peut vous envoyer que vous pouvez remplir. Je vous encourage à contacter les membres de notre personnel si vous avez des questions particulières concernant votre proposition, si vous avez des difficultés. Une dernière question ici de Jessica. Merci à tout le monde pour vos questions. Si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions aujourd'hui, sentez-vous à l'aise d'écrire au personnel de la Fondation. On va vous répondre. Pour confirmer, est-ce qu'un organisme à but lucratif peut seulement se qualifier si leur partenaire est un organisme de bienfaisance? Oui. Oui, c'est le cas. On s'engage vraiment à financer les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif. Si votre organisme est une compagnie qui a un but lucratif, vous devez être en partenariat avec un organisme de bienfaisance pour pouvoir être admissible. Merci à tout le monde. J'apprécie vraiment toutes vos questions. Toute notre équipe apprécie vraiment vos questions. Si vous avez d'autres questions, je vous encourage à écrire à Fondation canadienne à la Fondation canadienne des femmes par courriel. Il y a aussi d'autres membres du personnel. Nous sommes 3 personnes qui vont y répondre. J'ai très hâte de lire vos questions et de voir vos applications. Merci encore de vous être rejoints à nous. L'adresse courriel est dans le clavardage.